C'est-à-dire que ces conflits communautaires auraient pu très bien arriver avec d'autres communautés. Il s'avère qu'ici, la communauté tchétchène est une communauté qui émane d'une zone de guerre. Ils sont tout à fait aguerris, je dirais, aux conditions les plus difficiles qu'ils soient. Et bien évidemment, s'ils sont regroupés dans un quartier donné et qu'il s'avère qu'un membre de leur communauté, on va dire, est attaqué par une autre communauté, clairement, leur réaction sera très différente que si c'était une communauté, je dirais, de gens qui viennent de Suède, par exemple, tu vois. Donc, inévitablement. Je dis non, non, pas, je pense pas que ce soit le fait que ce soit des Arabes, mais je pense que essentiellement le problème dans les banlieues françaises, c'est que les gens sont essentiellement regroupés par catégorie, tu vois. Et donc à partir du moment où tu as des bandes, je dirais, tu as des bandes qui sont essentiellement africaines, tu as des bandes maghrébines mélangées avec quelques Africains, mais c'est surtout compartimenté en quartiers. Tu vois, et à partir du moment où une communauté vient s'installer dans un quartier qui est déjà occupé par d'autres communautés et qui voit cette communauté arriver, ben, les tensions sont inévitables. C'est-à-dire que le gros problème dans ce communautarisme identitaire, c'est que les identités, je dis bien les identités par définition, s'accommodent mal les unes avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux dans les différentes politiques qu'on met en place, parce que il faut bien comprendre que, si tu veux, à partir du moment où la société s'organise en mettant l'accent sur les identités, elle prend un très grand risque de promouvoir une sorte de conflit perpétuel entre les identités. C'est la raison pour laquelle moi je suis personnellement tout à fait contre ces politiques identitaires, qu'elles soient de gauche ou de droite, qui soit vont mettre l'accent sur les races, sur le genre, euh, ou alors ici sur, comment dirais-je, sur une orientation sexuelle, euh, comme on peut le faire à gauche, et par exemple sur l'identitarisme de droite qui met l'accent en fait sur la blanchité, sur les origines chrétiennes, parce qu'à force d'appuyer une identité, il faut bien savoir que comment fonctionne une identité sous l'angle psychologique. En fait, l'identité se définit essentiellement par opposition. Ça veut dire, en fait, une identité, elle est très difficile à définir. Par contre, elle est très facile à identifier lorsque tu dois t'identifier au fait que tu n'es pas l'autre. Je te donne un exemple. On a fait certaines expérimentations en psychologie sur la question. Par exemple, tu prends une femme médecin. Bon, tu prends une femme médecin et tu la mets dans une assemblée de médecins où c'est la seule femme. Tu vois, ben, quand tu vas la voir à la fin de la réception, tu lui dis, qu'est-ce que vous êtes dans cette réception? Elle dit, je suis une femme. Tu vois, tu la mets dans une même assemblée où il y a des gens de tous les métiers différents. Et c'est la seule médecin. Tu vois, il y a des hommes et des femmes par contre dans cette assemblée. Tu lui demandes, qu'est-ce que vous êtes dans cette assemblée? Elle va dire, je suis médecin. Voilà. En fait, l'idée selon laquelle l'être humain a psychologiquement besoin pour exister d'une identité qui s'identifie par rapport à l'autre est un phénomène et un processus psychologique normal. Et donc, par conséquent, les identités, elles sont par définition, elles portent les germes de possibles conflits entre elles. Tu vois. Et donc, si Samuel Huntington, lui, à l'époque, avait parlé du clash des civilisations, je pense que personnellement, il aurait dû plutôt parler des clashs des identités. Tu vois, c'est-à-dire que à partir du moment où les politiques publiques, telles que par exemple aujourd'hui le Parti socialiste, va appuyer les politiques identitaires, une politique identitaire qui est basée sur la race ou le genre, comme par exemple voilà la défense des minorités, la défense des homosexuels, la défense des minorités les minorités, les noirs ou les autres. En fait, tu ne juges plus les gens en fonction de qui ils sont, mais tu les juges en fonction du groupe identitaire auquel ils appartiennent. Tu vois. Et de la même manière, les politiques d'extrême droite, qui à un moment donné mettent l'emphase sur la menace justement pour aux racines chrétiennes, eux aussi font la même chose dans le sens inverse. Tu vois. Et eux, dans l'histoire, on sait à quoi ça a mené. Ça a mené en fait au fascisme et au nazisme. Et le problème, c'est que justement, les politiques identitaires sont extrêmement dangereuses. La France aujourd'hui, à défaut de pouvoir produire du sens, parce qu'il faut bien comprendre une chose, quand tu diriges un pays,
le fait de ne plus avoir aucune direction, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les pays européens. En fait, si tu veux, les pays européens ne produisent plus de sens. Alors, il y a le respect de la loi, mais la loi elle-même ou la loi de la République, elle ne dit rien sur le sens des choses. C'est la raison pour laquelle j'étais d'accord avec le discours de Sarkozy à Lacan lorsqu'il a dit que le professeur ne remplacera pas le prêtre. Tu vois, celui qui donne le sens, ben, inévitablement, si tu veux, il est important de garder un sens dans une société. Et un sens qui, à un moment donné, crée une cohésion sociale qui transcende les identités particulières. Mais aujourd'hui, c'est exactement le contraire qu'on fait. Et donc, ces clashs identitaires auxquels on est confronté, là, dans le cas que tu me cites, c'est-à-dire entre Tchétchènes et Maghrébins, ben, demain, ce sera entre les Noirs et les Blancs, entre les Maghrébins et les Noirs et les Blancs. Et quand les Blancs vont commencer à s'organiser en milices, t'imagines ce que ça peut donner, comme on peut le voir aux États-Unis, par exemple. Voilà, ça a déjà commencé. Donc, les pays deviennent ingouvernables. C'est-à-dire que les politiques identitaires ne sont pas des politiques viables à court, moyen et long terme, et encore moins à long terme pour ces pays. Alors, pour des raisons électorales, certains partis peuvent jouer sur une catégorie identitaire donnée, par exemple, voilà, je vais faire en sorte que les minorités, les femmes votent pour moi parce que je vais dire que je prends leur défense, mais c'est pas une carte intéressante parce qu'à long terme, elle va tuer tout le monde en fait. Voilà, voilà ce que j'ai à répondre à la question. Écoute, je suis pas quelqu'un qui a assez de connaissances sur les comportements de la police dans les banlieues françaises, mais je pense que c'est très difficile d'intervenir lorsque tu as des groupes comme ça je dirais, à se battre les uns contre les autres. Ce qu'il y a, c'est que peut faire la police si ce n'est essayer, si tu veux, quelque part de s'interposer. Mais, mais globalement, tu sais, le travail de la police ici, est très très difficile dans ces zones. Il faut bien comprendre que travailler dans ces zones, c'est quelque chose de terrible pour les policiers, tu vois. Et il faut pas les blâmer du fait qu'ils tombent en grande partie, en tout cas la grande partie d'entre eux tombent dans l'extrême droite à force d'être confrontés à ces quartiers. Donc, au lieu de dire qu'on est scandalisé, au lieu de dire que c'est qu'on est offusqué, que c'est scandaleux, que c'est pas possible, ben, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir mais comment ça se fait, tu vois. Et au lieu, si tu veux, de tout le temps être dans l'émotion, il faut peut-être essayer de comprendre que, voilà, aujourd'hui, l'atmosphère en France, dans ces banlieues, et la situation est telle que ben, peut-être que les policiers ne sont plus trop motivés et, si tu veux, ils ont une manière de se rebeller qui est de partir dans une direction qui n'est pas nécessairement la meilleure pour nous vue de l'extérieur, mais en tout cas pour eux, on dirait que c'est le cas. Donc, j'essaierai plus de comprendre le phénomène sous cet angle-là plutôt que d'essayer de chercher des théories, je dirais, qui justifieraient pourquoi la police n'intervient plus. Moi, si j'étais policier et que à chaque fois que j'arrête des gamins de 16-17 ans et qui sont relâchés dans la semaine ou dans les 3 jours qui viennent par les juges, moi non plus, pourquoi est-ce que tu veux que je risque de recevoir un caillou sur ma tête ou pire que ça pour un système qui à un moment donné je dirais, ne fait plus son travail, tu vois. Et donc ici, il y a aussi, si tu veux, il faut prendre en considération le sentiment des policiers. Alors moi, je suis pas du tout là pour essayer de défendre les abus qui peuvent être commis par le corps policier. Mais je dis tout simplement, il faut aussi prendre en considération que ces quartiers sont ingouvernables, tu vois, sont véritablement ingouvernables. Tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre qui tu veux, tu peux créer des milices, des gens de ces mêmes quartiers pour gérer ces quartiers. Ils vont te dire la même chose. Ils vont devoir utiliser des méthodes de violence extrême pour pouvoir gérer ces quartiers. Alors après, tu peux passer ton temps à blâmer le racisme structurel, l'oppression structurelle, les inégalités. Mais encore une fois, c'est une manière très facile, je dirais, d'expliquer ce genre de phénomène. Et je te répondrai encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre émission, en Suède, qui est un des pays les plus égalitaires du monde, on a le même genre de phénomène, avec la même violence que ce qu'on peut avoir en France. Donc si dans les pays qui sont les plus évolués en matière d'égalité, on a les mêmes phénomènes avec le même genre de communauté, il doit y avoir bien évidemment d'autres explications que juste l'explication qui est tout le temps ressassée, tu vois. Et ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas un racisme systémique, il n'y a pas des formes d'oppression. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça. Je dis tout simplement que c'est très réducteur que d'expliquer ces phénomènes uniquement par ce prisme-là.
C'est-à-dire que c'est la faillite de l'État. À un moment donné, quand les gens commencent à se faire vengeance eux-mêmes, c'est parce que l'État fait plus son travail. Et quand à un moment donné l'État ne fait plus son travail, ben le sentiment des gens, c'est que eux-mêmes veulent se faire justice. Tu comprends? Donc, au lieu encore une fois de blâmer les gens, il faut aussi, si tu veux, à un moment donné, se questionner sur les mécanismes qui rendent la justice dans une société comme en France. Tu vois? Et là, il y a quand même il y a quand même des constats qui sont quand même assez accablants, tu vois. Bon, alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais je préférerais, si tu veux, juste me limiter à te dire que quand les gens en arrivent à se faire justice eux-mêmes, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Ben, ici, tu verras la faillite d'un système judiciaire qui ne fait plus son travail.